Vous aimez les extraits et vous n'aviez pas encore eu droit à ceux des épisodes du podcaston, eh bien, les voici. Je sors ce jour de quoi vous teaser, a posteriori, tout un concept, mes 2 invités du podcaston 2026. Dans les extraits qui suivent, vous ferez ou referez connaissance avec Marine Bayer, une femme au parcours exceptionnel, pilote d'hélicoptère dans l'armée avant de fonder l'ONG Aide Océan, qui œuvre principalement en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Une discussion que je vous recommande chaudement, c'est l'épisode 141 du 20 mars. J'avais surtout un papa qui avait un hobby, c'était l'ornithologie. Et donc, pour mes 11 ans, il a dit, alors j'ai qu'une sœur, hein, mais on est parti en Casamance pour observer les oiseaux pour Noël. Et pour aller en Casamance, c'était mon premier vol. J'ai pris l'avion de ligne. Et au moment du décollage, je me suis sentie scotchée dans mon siège et j'ai dit à maman, je deviendrai pilote. Alors j'ai dit pilote de chasse et elle m'a dit, bah non, déjà pilote, c'est pas possible. Les femmes sont hôtesses de l'air. Ah. Donc, je suis restée avec cette idée-là, un peu idée fixe. Et puis à l'internat, j'étais dans la cour auprès d'un jeune qui avait tout le temps des magazines d'aéronautique. Et je lui demandais pourquoi il avait ces livres-là. Il était 2 ans plus vieux que moi. Et il m'expliquait qu'il avait commencé à piloter, qu'il avait 15 ans et qu'il était à l'aéroclub tous les week-ends quand il rentrait de l'internat. Donc à mon tour, je suis arrivée chez moi, j'ai dit je veux piloter, je veux devenir pilote. Mes parents m'ont dit non, c'est pas possible. À 15 ans, on n'apprend déjà pas à conduire une voiture, donc l'avion, c'est certainement pas possible. Donc j'ai les ai tannés, et puis pour mon 15e anniversaire, entre donc mes 13 et 15 ans, je les ai tannés tous les week-ends. Et au 15e anniversaire, c'est parti. On a fait notre premier vol. C'était une surprise de mon papa, il m'a amené à l'aéroclub. Et je suis tombée dans un aéroclub avec une présidente d'aéroclub, une femme qui avait appris à piloter pendant la Seconde Guerre mondiale, donc plutôt rare. Ah ouais. C'était une instructrice, donc plutôt au milieu un peu féminin. Pas toujours, bon, c'est pas un métier qui attire vraiment les femmes. Et à l'issue de ce vol, mon père a demandé est-ce que vous pensez qu'elle a des compétences et c'était oui, on pense vraiment qu'elle est faite pour ça. Donc là, ça a commencé. Voilà, le vol a commencé à mes 15 ans. Et puis, eh bien, les années se sont enchaînées, une scolarité plutôt moyenne. Et on m'a dit, vous n'irez pas en première scientifique après ma seconde. Et je me suis dit, c'est pas possible parce que mon cursus doit être scientifique, sinon j'y arriverai pas. Donc j'ai demandé à redoubler ma seconde. Et après, je suis passée en première scientifique et une terminale scientifique. Et là, j'ai pu passer le concours pour être pilote dans l'aéronaval. Ah ouais, bien décidé là. Ouais, décidé. Ah bah oui, c'est ça, le brevet de pilote à 17 ans, c'est fou, hein. C'est ma fille aussi dit quoi, on peut? J'ai dit, oh, pourvu qu'elle ne demande pas. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ensuite l'armée comme parcours et pourquoi la marine nationale? Alors la marine nationale, le parcours pilote, c'était vraiment la sensation au moment de ce vol à 11 ans. Mais étant à l'internat, très vite, je me suis dit quel type de pilote tu veux être. Et j'ai pris un papier et un crayon et j'ai marqué tout ce que j'aimais. J'aimais être près de la nature, j'aimais être près de la mer. Je suis née en Bretagne, juste à l'entrée du golfe du Morbihan. Mon papa nous amenait observer les oiseaux tous les week-ends puisqu'il était dans son hobby conservateur des îlots du golfe du Morbihan, de Ouate, de Belle-Île, d'Edic. Donc la mer, c'était quelque chose qui m'attirait. J'aimais être sur l'eau. Top Gun qui passe à peu près dans ces époques-là, pareil, pilote de chasse sur un bateau, une vie en groupe surtout, ce que j'aimais beaucoup l'internat. Donc je me suis dit, aimer la mer, aimer la vie en groupe, aimer piloter, ça peut être que l'aéronautique et l'aéronaval, voilà. Ah voilà. Donc, c'était un peu... T'avais déjà une réflexion hyper structurée, hein. C'est vraiment ce que tu voulais. C'est assez rare à ce stage-là. Hein. C'est vrai que dans la famille, il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas de gens militaires, enfin non, il n'y avait pas de parcours militaire. Bon, j'ai appris plus tard un arrière-grand-père, oui, enfin bon, c'était jamais connu.
Donc ça a un peu surpris tout le monde, ça c'est certain. Mais ça ne déplaisait pas à mon père, hein. Il m'a dit: «Par contre, il faudra que tu t'organises pour aller à l'aéroclub», parce qu'il est à 3/4 d'heure de la maison. Donc tu iras en mobilette, ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Je mettais 1 heure à arriver à l'aéroclub Ouais. et puis après, il m'a dit: Tu pourras aller plus vite si tu passes ton permis moto». Donc il m'a fait passer mon permis de moto et après il m'a fait passer le permis voiture. Donc pas du tout classique ce Bonjour Marine, tu peux nous raconter l'histoire de la prise d'otage? ah oui. Voilà, Valentine, 13 ans, qui a entendu parler justement, bah oui, c'est le fait d'armes marquant qui t'a d'ailleurs valu après, c'est quoi, c'est la Légion d'honneur ou Oui, c'est... écoute Valentine, c'est vrai que mais à l'époque quand je pars, c'est en 2008. C'est un embarquement de 6 mois sur, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, qui est un bateau école qui maintenant, est démantelé et qui n'existe plus. Mais ce bateau, partait avec des élèves officiers qui, allaient apprendre la navigation, qui allaient apprendre à avoir un aéronef, dans son espace et je pars sur ce bateau. On est 4 pilotes, de la marine avec, 2 avions, 2 hélicoptères et ces hélicoptères, ils sont là, pour faire travailler ces jeunes officiers et puis moi, je suis chef de détachement donc les 3 qui partent avec moi sont aussi là pour, apprendre des nouvelles qualifications. Par exemple, le poser, qu'on appelle l'appontage de nuit ou, le treuillage parce qu'on a des treuils sur ces machines ou le transport de charge. On peut faire de jour, qu'on peut faire de nuit, donc tout ça, c'est des choses que les jeunes vont apprendre. Et on est à ce moment-là à Madagascar en escale. Et cette escale, elle dure normalement 5 jours. Et elle va être écourtée. Et on nous dit, vous allez être dérouté vers la Somalie. Donc on se déroute. Quelques jours, je crois qu'on met à peine 1 journée et demie à rallier la zone. On arrive sur une prise d'otage qui est un voilier qui se nomme le Ponant, un voilier qui fait une centaine de mètres avec 3 mâts. Un très beau bateau, un bateau de luxe, qu'à l'époque, CMA-CGM, donc le 2e gros transporteur maritime du monde, avait une compagnie, de tourisme de luxe et ce bateau, il vient d'être arraisonné, en arrivant dans le golfe d'Aden, c'est-à-dire, au niveau, de l'Afrique. Ils étaient en escale aux Seychelles, ils venaient de déposer des touristes américains et les 30 membres d'équipage repartaient vers la mer Rouge. Lorsqu'ils arrivent donc dans le golfe d'Aden, ils sont arraisonnés par des pirates. Donc il y a un film qui s'appelle Captain Phillips, un film américain qui ressemble énormément à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le capitaine, il sait qu'il va arriver dans une zone un peu dangereuse. Il a déjà entraîné son équipage. La veille, il va aussi stopper toutes les lumières pour essayer d'être le moins visible possible et il va essayer d'être furtif, on va dire. Donc son équipage s'entraîne à sortir les lances à incendie si les pirates voulaient venir à bord, etc., etc. Eh bien, quelques heures après, arrive exactement ce qu'ils viennent de jouer, on va dire. Et donc, tu es passée à quoi? Donc infirmière et puis l'infirmière, elle a évolué, au bout de 10 ans, elle s'était fixée que si, un jour elle quittait, l'armée et ce métier de pilote, elle irait vers le soin, mais pour aller, dans les îles, du Pacifique que j'avais pu survoler pendant mes affectations militaires, proposer du soin dans les zones les plus reculées. Donc, au bout de 10 ans, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que là, la question se pose. Je me dis, mais j'ai pas réalisé mon rêve là, donc va falloir que je trouve des moyens d'aller dans des zones perdues. Donc, je vais postuler à une subvention. Donc, tu déménages en Nouvelle-Calédonie sans avoir Voilà. de job spécialement. D'abord, l'objectif, c'était de s'installer ailleurs. Ouais, infirmière toujours. Mm. Trouver. En arrivant en Nouvelle-Calédonie,
c'était quand même, ça reste un pays d'outre-mer, mais avec des capacités de médecine qui sont françaises. Donc je me suis dit, c'est pas sûr qu'ils aient besoin de tes services, à moins qu'il y ait des îles un peu loin. Et en faisant le tour, non, ils n'ont pas besoin de mes services. Par contre, autour, le Vanuatu, les Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont des zones où, en effet, il y a très très peu de soins. Donc là, je crée une association qui s'appelle Aide Océan. Et je me dis, il faut que tu trouves des sous. Et si possible, tu prends tes compétences premières, pilote hélico-avion. Tu pars avec des soignants et tu vas faire des soins dans des zones isolées. Le premier budget que l'association va pouvoir décrocher ne permettra pas de louer un avion, un hélico ou trop peu d'heures. Et les autres budgets des années suivantes, pareil. Donc je me reconfigure en me disant, si je prends un bateau, je pourrais certainement mettre pas mal de monde. Donc un premier bateau, on en trouve un en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on va partir sur des îles qui sont tout au nord, qui s'appellent la province de la Nouvelle-Irlande. Et les îles sont dans la mer de Bismarck, qui s'appellent Tanga, Babassé, Féni. Voilà. Et c'est juste après l'ouverture des frontières, après le Covid, la pandémie. Ouais, apparemment, tout le monde t'a pas accueilli en disant mon Dieu, mais quelle bonne idée, madame, lancez-vous seule dans cette région accueillante. Non, en fait, c'est vrai que le lieu, c'est pas moi qui l'ai défini. Je me dis, tu devrais aller au Vanuatu, c'est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Tu en as pour 1h30 de vol. Et je me dis, je vais me renseigner, je vais essayer de voir des gens qui ont une bonne vision de la géopolitique ici. Et donc, je demande à rencontrer l'attaché de défense. Et cette femme me dit, écoute, là, les frontières sont encore fermées. La pandémie fait que le Vanuatu va ouvrir, mais en dernier. Ils ont très, très peur de cette pandémie. Donc, je ne pense pas que tu pourras y aller. Par contre, je suis attachée de défense des îles de Tonga, du Vanuatu, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur Fidji aussi, j'ai vu un peu tout ce qui se passait. Je pense qu'il faut aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont vraiment des besoins. Donc, je dis très bien. Donc, je me fixe d'aller là-bas. Sur le petit budget obtenu, je me dis, allez, je vais aller voir l'ambassadeur de France. Il arrivera certainement à m'expliquer et à me dire dans quelle zone il faut aller, qu'est-ce qu'il en pense de la mission, etc. J'arrive en Papouasie, à Port Moresby, et l'ambassadeur me reçoit et il me dit, mais vous êtes avec vos gardes du corps, madame? Et je dis, non, pourquoi? Il me dit, mais vous êtes dans une capitale très dangereuse, vous ne devriez pas sortir comme ça. Vous êtes arrivé de quel hôtel? Alors je lui dis, de tel hôtel. Vous êtes arrivé comment? Je dis, à pied. Il me dit, non, mais ça va pas. Il faut prendre un taxi sécurisé, blindé, avec des gens armés. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 141 du 20 mars. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast, et c'est tant mieux. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute, les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.